Amis sportifs, bonsoir. Alors Théophile Hazard, Gilles-Christ Haïté, bonsoir. Bonsoir Félix. Ça va sous vos applaudissements. Bonsoir, voilà. monsieur. Ah oui, il est là, notre invité. Il nous vient directement de Marseille. Et lui, c'est Steve Mabille. Steve Mabille, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. Ah oui, je suis heureux de vous avoir rejoint. Voilà, et c'est lui que vous suivez souvent, mesdames et messieurs, depuis Marseille. C'est notre correspondant. Eh bien, au sommaire, aujourd'hui, il faut commencer déjà par dire que Infantino Gianni, le président de la FIFA, vient d'être réélu à Kigali. C'est lors du congrès de cette institution. On en parlera. On parlera également de ce congrès au Rwanda où beaucoup de décisions ont été prises, sans oublier, eh bien, l'autre bonne nouvelle du côté du Togo avec le lancement des championnats universitaires et scolaires. Et nous allons voir ce que c'est que la commotion cérébrale. Aujourd'hui, on ira au Bénin voir le docteur Parfait Aïvodi, un grand médecin de sport. Et puis, un combat international de boxe entre Tony Yoka et Carlos Takam. Vous avez certainement suivi cette soirée pugilistique. De toutes les façons, nous avons nos spécialistes maison, Steve Mabille, qui est sur ce plateau et qui nous donnera pas mal d'informations sur Tony et Takam. Et puis la conférence de presse des deux sélectionneurs, les sélectionneurs du Togo et du Bénin. Vous aurez la liste également de ces internationaux qui vont affronter les différents pays lors de cette journée qui s'annonce la semaine prochaine. Nous aurons en direct nos correspondants et puis nos rubriques habituelles, à savoir arrêt sur image. On ira directement au Bénin retrouver l'honorable Idrissou Ibrahima, le président de la Confédération africaine des sports boules, un grand monsieur qui fait beaucoup pour la promotion et le développement de la pétanque en Afrique et dans le monde. On n'oubliera pas également le coup de cœur et le coup de gueule. On attend le coup de gueule surtout de Steve Mabille. Échauffement, c'est parti pour 90 minutes. Et tout de suite, je l'annonçais, Steve Mabille, c'est le correspondant du côté de Marseille. Vous avez l'habitude de le suivre sur One TV, mesdames et messieurs. Il est dans ce studio. Steve, à nouveau, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Vraiment très heureux de me retrouver parmi vous. Bon, normalement, j'interviens de très loin, hein, depuis Marseille, plus de 6000 km. Bon, là, je suis très heureux d'être sur ce plateau et de pouvoir participer à l'émission de ce jour. Et tout de suite, hein, comme de tradition, nous allons suivre le portrait de Steve Mabille, un portrait réalisé par Elsie Blagodi. Né à Paris, Steve Mabille est diplômé d'un master finance de marché de l'IAE Toulouse, une formation spécialisée qui lui a permis d'acquérir des connaissances théoriques de qualité, notamment dans les activités front et middle office. Steve Mabille a commencé par pratiquer la boxe dès l'âge de 12 ans. Dynamique, il possède un réel sens du travail en équipe et une réelle capacité d'adaptation. Il est champion d'Île-de-France en boxe éducative et a été invaincu en combat amateur. Expert en boxe africaine, Steve Mabille est un consultant en boxe. Dans une interview accordée à un correspondant de africaculture.com, il a évoqué que la boxe mondiale, comme tous les autres sports, ne se porte pas bien et qu'elle bénéficie d'une maigre audience. Il a également souligné que d'importants efforts restent à faire pour hisser la boxe africaine au niveau mondial. Journaliste avant tout, il est membre actif de l'Association internationale de presse sportive AIPS, puis correspondant sport sur la radio Tokpa au Bénin. Il est par ailleurs chargé d'affaires et sport pour la société Médite Frigo à Marseille. Gentil, sociable, il adore le climat africain, surtout les mets locaux puisqu'il est marié à une Béninoise. Steve Mabille est père de 2 garçons. Steve Mabille, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous vous retrouvez à travers ce portrait réalisé par Elsie Blagodi? Je suis même ému. C'est exceptionnel. Elle a vraiment décrit qui je suis. Et je suis touché, voilà, tout simplement.
Il est touché tout simplement, mon cher Théophile Hazard. Oui, il ne peut que l'être parce que Blagoudi est allé chercher des moindres informations dans les moindres détails le concernant. Je crois qu'il a bien fait et il est allé. Lui-même, il devrait être surpris de certaines informations qui ne s'y attendaient pas, parce que ça ressorte bien dans ce portrait-là. Et voilà, c'est tout Steve Mabille qu'on a l'habitude de Elle est suivre très forte. depuis Marseille. JPP, il faut quand même féliciter également Elsie Blagoudi qui fait un travail appréciable. C'est comme le dit un vieux dicton, le vin est tiré et donc ici nous le buvons aisément. Et donc c'est un travail de maestria qu'il va falloir reconnaître à son artisan et spécialement à son artisane qui l'a réalisé pour le compte de ce numéro. Et si le premier concerné en est ému, qui sommes-nous pour aller contre ce beau travail derrière? Alors, Steve Mabille, comment appréciez-vous le travail qui se fait depuis quelque temps ici à One TV? One TV, c'est vraiment une chaîne qui monte. Bon, moi, j'ai partagé toutes les informations sur Marseille et même, je dirais, dans toute la France et dans les pays européens. Donc, beaucoup de personnes s'intéressent, se connectent et je pense que One TV a un très bel avenir dans le futur très proche. Il faut faire un clin d'œil au promoteur de One TV, hein, notre très cher... oui, allez-y, Christian Begbessou. On l'a rencontré, on était Vous l'avez trouvé comment? Très sympathique, très ouvert, un jeune qui en veut, un bon entrepreneur, et vraiment je lui tire mon chapeau. Hein. Vraiment, je vois le plateau là, c'est impressionnant. Allez, ouais, Théophile Hazard. Oui, Christian Begbessou, que je voudrais saluer déjà à travers de tous les propos, hein, les bons propos de Steve Mabille, qui s'est entouré de jeunes, il faut le dire. Et ça, je crois que l'avenir de la jeunesse panafricaine est complètement lancé à travers donc, One TV. Et rien que des jeunes qui officient ici, j'avais pour preuve, ma personne. Voilà, et JPP, c'était la pétition de Pépé. Je ne suis pas jeune, moi. Oui, vous essayez d'encadrer les jeunes. C'est vous la jeune. Oui, après, au-delà quand même du dynamisme qu'il y a au niveau de ce média, de la jeunesse qui s'exprime, une jeunesse talentueuse qui s'exprime sur ce média, c'est quand même ce métissage qu'il y a au niveau des identités, des nationalités. Il n'y a pas que des Togolais, il y a des Béninois. C'est une chaîne panafricaine qui se veut promouvoir l'excellence au niveau du continent. Et donc derrière, on ne peut qu'encourager ce promoteur, même si on sait que c'est pas très évident. Beaucoup de courage à lui. Déjà, on ne va pas lui souhaiter du succès parce que la chaîne, comme l'a dit Steve Mabille, c'est la télévision du bonheur. Et surtout son ouverture d'esprit. C'est important, il faut le préciser. Et ça n'arrive pas tous les jours. Et ce n'est pas au niveau de tous les Africains qu'on trouve ceci. Franchement, Christian Begbessou, chapeau. Voilà. Et sans transition, hein, l'information du jour, c'est l'élection de Gianni Infantino, la réélection. C'est une troisième, non? Théophile Hazard, même s'il semble ne pas être tellement d'accord, ça fait la troisième fois qu'il se fait élire au poste de président de l'institution. Mais cette fois-ci, c'est lors du congrès tenu à Kigali. Théophile Hazard. Tout à fait. Gianni Infantino qui a été réélu, il était là depuis 2016. Voilà, même si sa gestion est clairsemée de la Covid qui est arrivée entre-temps. C'est pour ça que je ne suis pas trop d'accord quand on parle donc de tout ce qui, enfin, de tout son temps qu'il a passé à la tête donc de l'instance fêtière du football association FIFA. Mais bon, aujourd'hui, il a encore rempilé puisqu'il n'a pas de candidat à sa succession. En tout cas, il est le seul candidat à sa succession de 2023, maintenant pour 2027. Je pense que c'est bien, avec un bilan illuminé par la brillante Coupe du Monde organisée au Qatar. Il faut le dire, ça fait partie des points positifs de son mandat, mais aussi... beaucoup de problèmes. Hein, oui, beaucoup de problèmes. Avec l'attribution de cette coupe au Qatar. On sait que les billets qataris également ont parlé. Il ne faut pas tout saluer de positif parce qu'aucune œuvre humaine n'est totalement parfaite. C'est vrai qu'en face de lui, il n'y avait pas de concurrence, donc
Il a été élu par acclamation du côté de Kigali. Mais derrière, je pense qu'à un moment, il va falloir qu'on ait quand même d'autres sons de cloche. Parce que quand vous évoluez dans un environnement où vous êtes seul, où il n'y a pas de contre-vérité, où il n'y a pas de contre-décision, il n'y a pas un peu ce qu'on fait ici, un mano à mano terrible. Derrière, ça ne permettra pas au football de mieux se sentir. C'est vrai qu'il a quand même à son actif de belles réalisations. Ah oui, mais derrière, il faut quand même accepter d'autres sons de cloche qui voient autrement le football. Et je pense que ce serait utile pour tous et ce serait utile pour ce sport. Vous voulez parler de la limitation des mandats désormais? Absolument. Je pense que l'appétit est vorace au niveau de notre cher ami Gianni Infantino, mais derrière, il va falloir quand même ouvrir les vannes pour que d'autres puissent véritablement accéder à cela. Et cette contradiction et puis, de laquelle jaillit la lumière. Steve Mabille, ce qui est étonnant, c'est que derrière, avant bien sûr cette élection, on a donné des prix à certains présidents de la République, le Rwandais, Paul Kagame, et puis le Marocain qui n'était même pas présent. Alors que derrière, nous voyons des chefs d'État qui font beaucoup à l'image de ce qui se fait par le chef d'État togolais et béninois. On a vu le président Faure Gnassingbé du côté du Qatar lors de ce mondial. On a tous apprécié ce geste. On a vu le président Talon au Bénin qui fait un travail exceptionnel au niveau du sport béninois. Pourquoi ne pas leur donner également des prix, Théophile Hazard? Oui, il faut les honorer. Je crois qu'il a fait, il a promis un certain nombre de choses. Je ne mets pas en un défenseur de Gianni Infantino. Mais même si vous êtes déjà dans la posture. Non, je vous en prie, voilà. je vous en prie, ça n'est pas le cas, loin s'en faut. Mais ça, je voudrais, non, pas du tout. Il faudrait qu'on relève. Hein? Ça, ben, écoutez, bon, c'est peut-être à votre actif. Qui sait? Permettez que je le dise. Maintenant, s'il y a des choses qui doivent être faites au cours de son prochain mandat, qui va s'étendre de 2023 à 2027, il faut qu'on rappelle également cela, dont ce facteur-là que vous venez d'évoquer. C'est important. Vous voyez, avec tout ce qu'il a annoncé, c'est vrai, des réformes au niveau donc des lois du jeu, au niveau également de la réorganisation de la Coupe du Monde, il a promis, c'est vrai que les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient, c'est vrai. Mais on va y croire parce qu'il a dit, on va d'ailleurs l'attendre sur ce chantier de promesses. C'est important de savoir aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a cette ouverture qui est faite désormais aux nations africaines. On va avoir plus de nations africaines à la prochaine Coupe du Monde 9 désormais. Mais derrière, on veut savoir véritablement à quelle enseigne le football africain sera logé. On veut savoir quel traitement sera fait déjà quand il s'agit de libérer nos joueurs des championnats européens. On va voir un certain nombre de choses. Si véritablement on ne nous a pas jeté de la viande dont on a déjà mangé la bonne partie en gardant l'os derrière, on va voir. Voilà que nous-mêmes, nous soyons sérieux, plus sérieux. Et là-dessus, je voudrais rapidement relever la tournée qu'il a faite, je crois, Gianni Infantino avant, justement, parce qu'il était en campagne, qu'on le veuille ou pas. C'est là où je vais peut-être vous étonner en vous démontrant que je ne suis pas totalement... Mais attends, ce n'est pas interdit. Ah oui, ce n'est pas interdit, alors, mais il ne faudrait pas que les présidents de fédérations, en tout cas des associations, je ne sais pas, affiliées à la FIFA, ne fassent pas toujours cette preuve de, je ne sais pas, de faiblesse. Ça fait le problème. Il faut pour cela que à One TV qu'il faut désormais définir le profil type de président qu'on souhaiterait avoir à la tête de la fédération sportive. Si vous envoyez des gens qui... Quand vous parachutez pratiquement... Qu'on achète facilement... C'est pas normal. Pas normal. Et derrière, ça ne devrait pas vous étonner parce que quand vous regardez aujourd'hui l'ossature, pour la plupart de ceux qui occupent les fédérations, ce sont pratiquement des compagnons de celui qui est là. Et donc, ils sont confrontés. Pas tous. Oui, pas tous. Mais, je peux vous donner des exemples. Mais pour la plupart. Vous prenez certains... président de la Fédération béninoise de football, Mathurin Deschacus, on ne peut pas l'acheter. On sait qu'il est droit dans ses bottes. Tout le monde a peur de lui. Oui. D'abord, son ventre est rempli, il a de quoi nourrir des gens, se nourrir. Il n'a pas besoin, on ne peut pas l'acheter. Vous prenez d'autres présidents, il y en a d'autres également, on ne peut pas les acheter. Mais ça commence pas à changer aujourd'hui de toutes les façons. Mais n'empêche, FSP, que vous seriez d'accord avec moi qu'on a quand même un bon lot qui obéit
quand même aux injonctions. Ils sont là pour aller prendre de l'argent de Gianni Infantino et derrière et trahir leur nation. Et peut-être ont peur de s'opposer parfois à ces décisions qui eux-mêmes n'ont pas de conviction réelle au fond d'elles. Donc derrière, je pense qu'on va aller vers l'excellence. On va pouvoir espérer que de plus en plus nous ayons de véritables hommes forts à la tête de nos fédérations pour permettre au football de mieux se porter et ne plus avoir des présidents de cette institution planétaire qui soient à même qui ne font que ramper. Oui, ramper. Et je crois que lors de nous avons la chance d'avoir sur ce plateau aujourd'hui notre correspondant marseillais qui est spécialiste du noble art. Et nous allons donc chausser nos chaussures, porter nos gants, monter sur le ring pour commenter ce grand gala international de boxe Anthony Yoka et Carlos Takam. Ça se passait ce samedi 11 mars 2023 au Zénith de Paris. Et le Français Tony Yoka affrontait donc le Franco-Camerounais Carlos Takam. Et vous savez quoi? C'est notre consoeur Martial Amenke qui a porté les gants et qui suivait tout de près. Suivons son reportage. Protégez-vous à chaque instant du combat et écoutez mes instructions. Bonne chance. Le combat entre Tony Yoka et Carlos Takam au Zénith de Paris a mis aux prises de meilleurs poids lourds français de ces dernières années. Tony Yoka s'est incliné au point contre l'expérimenté Carlos Takam 10 mois après une première défaite choc face à Martin Bacolé. La carrière en pro du champion olympique 2016 se retrouve en suspens. Le Français n'a pas affiché une progression spectaculaire, semblant sans armes, sans combinaison face à un adversaire qui avait visiblement bien préparé son combat. Carlos Takam a fait preuve de son expérience du haut de ses 47 combats jusque-là où il a eu 39 victoires, 7 défaites et 1 nul. Dominé dès le début du combat, confronté à un Carlos Takam explosif malgré ses 42 ans et affichant une forte puissance pour tenir et résister à la longe du Français, Tony Yoka a paru inhibé et impuissant durant toute la première partie du combat. Le Français a relevé la tête lors des rounds 7, 8 et 9 sans toutefois parvenir à inverser la tendance pour s'incliner logiquement après décision des juges au terme des 10 rounds de 3 minutes. C'est pas une histoire de regret, je suis très déçu cette fois-ci. Parce que comparé à l'année dernière où j'avais pas fait un bon camp d'entraînement, là cette année ça s'est plutôt bien passé. On a beaucoup travaillé. Mais voilà, Carlos a aussi beaucoup travaillé et il a été plus fort ce soir. Par rapport à 4 mois de prépa, après voilà, écoutez, c'est comme ça, c'est la boxe. Hein. J'avais pas envie de revenir avec un petit combat. J'avais dit que c'était l'adversaire le plus fort que j'ai affronté jusqu'aujourd'hui. C'est une référence chez les poids lourds maintenant. Voilà, je repars avec une défaite, mais en ayant écouté les mots que Carlos m'a dit après le combat, ça me pousse à continuer à travailler. Pour Tony Yoka, 30 ans, cette deuxième défaite d'affilée freine une nouvelle fois ses ambitions d'atteindre le sommet. Son bilan étant désormais de 11 victoires et 2 défaites sur ses 13 combats professionnels. L'ancien champion du monde chez les amateurs s'est contenté de défendre contre le vétéran des poids lourds qui a semblé avoir une seconde jeunesse tant il a dominé la rencontre du début à la fin. Au cours du combat, aucun des deux pugilistes n'a su arrêter l'autre avant la limite. À l'issue des 10 reprises, 2 juges ont donné Carlos Takam vainqueur 96-94 x 2, alors qu'un a vu Tony Yoka l'emporter 94-96. Le Camerounais l'emporte donc sur décision partagée. Carlos Takam enregistre ce soir-là la 40e victoire de sa carrière. Je suis vraiment bien préparé pour ce combat, plus que le combat de Joshua, parce que je savais que Tony c'est un jeune boxeur prodigieux et il est là. Franchement, lui, il était déterminé à me battre, à mettre mon nom dans son record. Je savais très bien, je savais à qui j'avais à me frotter et je n'ai pas été déçu. Il a vraiment fait son job. Yoka est tombé face à un boxeur qui le connaissait bien, Carlos Takam, dont il a été pendant un moment le partenaire d'entraînement lors de la phase amatrice de leur carrière. C'est mon petit frère, mais je suis un fan de lui depuis son médaille d'or olympique. On a travaillé beaucoup ensemble. J'ai toujours été avec Tony, tu sais. Moi, je l'ai toujours suivi. Franchement, ayez
plus de respect pour lui. J'ai entendu les gens le huer, ça me fait mal. Huer moi, mais pas lui, franchement. Si beaucoup ont sifflé le Parisien lors de l'annonce de la victoire du Franco-Camerounais au Zénith de Paris, d'autres étaient quelque peu estomaqués par sa prestation et surpris de voir que celui qui possédait peut-être le plus haut potentiel depuis un moment chez les lourds français n'est plus capable de faire peur. Steve Mabille, le vieux lion des rings, n'a rien lâché et a effectué un combat exceptionnel. Tony Yoka ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Il est resté sur la retenue. Et le traumatisme de sa défaite face au Congolais Martin Bacolé ne pèse-t-il pas dans son esprit? Je pense que si, malheureusement. Bon, moi, je le voyais gagnant. Je pensais qu'il allait remonter la pente. Bon, et puis, c'est un boxeur très attendu en France. C'est le poids lourd. C'est la catégorie reine. Il a été quand même champion olympique en 2016 à Rio. Et vraiment, toute la France l'attendait au tournant. Il le savait. Je pense qu'il ne s'est pas bien préparé. Parce que bon, le vieux lion est costaud, mais il a quand même des années de combat. Et c'est pas facile de monter sur le ring et de battre un jeune de 30 ans comme Tony Yoka. Donc là, ça va être difficile à avaler. Bon, Takam a essayé de le consoler. Mais malgré tout, je pense que ce jour même là, malgré que 4 jours sont passés, ça va être difficile à avaler. Il va déchirer d'eau, ce garçon. Ça risque d'être difficile. En plus, il avait un gros contrat, il a toujours son contrat avec Canal+. Il est très très attendu et la pression va être énorme sur lui. Oui, on sent que Tony Yoka est dans une sorte de spirale négative qui porte désormais son ratio à 2 défaites. On se rappelle que sa précédente remonte à 10 mois. Vous le rappelez tantôt face à Martin Bacolé. Mais derrière, c'est forcément quelqu'un dont on attend le grand bien. Vous n'êtes pas champion olympique en 2016 pour rien. C'est parce que vous en avez dedans en matière de ressources. Donc il va falloir qu'un travail psychologique soit fait avec lui déjà au niveau de ses préparateurs pour lui remonter un tant soit peu les bretelles, lui rappeler l'animal, le champion qu'il est. Et c'est normal. On a souvent l'habitude de dire que le plus difficile, ce n'est pas d'arriver au sommet, mais c'est d'y rester. Et malheureusement, quand vous êtes au sommet, ça attire forcément tous les regards. Tout le monde a envie de tirer sur vous. Les exemples sont légion. Je pense qu'il va falloir qu'il se reprenne parce que 30 ans, ce n'est pas encore une fin en soi. Il ne faudrait pas également qu'il se couche sur ses lauriers. Je vois Théophile qui n'est pas d'accord avec lui. Sam n'est pas d'accord. Théophile Hazard. Je ne suis pas d'accord parce que... S'il est un fan de... Non, Tony, je pense que c'est un jeune. Il y a de l'avenir, ça, il faut le dire. 30 ans? Oui. 30 ans? C'est trop, déjà. Pour avancer jusqu'à 38 ans, je suis d'accord. C'est ça. Mais il n'est plus si jeune que ça. Non, s'il vous plaît, un vieux, il est pratiquement... Le vieux qui frappe. Oui, le vieux qui frappe. Le vieux qui frappe le vieux. Il est expérimenté, nous n'oublions pas. Et il y a un certain nombre d'expériences. Et en matière de ces genres de combat, forcément, l'expérience prime. Ce que vous avez capitalisé dans les années antérieures, forcément, ça se fait préparer. À sa décharge, il n'a pas refusé les grands boxeurs. Martin Bacolé, personne ne veut le combattre. Oui. Même le grand champion du monde, Tyson Fury, Bacolé est son sparring partner. Exactement. Il n'a jamais choisi Bacolé pour combattre. Là, Carlos Takam est le sparring partner aussi de Tony Yoka, de temps à autre. Je suis d'accord. Donc, il sait très bien, Tony Yoka, comment frappe Carlos Takam. Il n'a pas essayé de l'éviter. Il voulait se relancer sur une bonne note avec un boxeur qui cogne. Il est très fort, vous avez vu, son dos argenté. Et c'est quelqu'un qui a des crochets droits énormes, Carlos Takam. On a vu le visage de Tony Yoka. Qui n'est pas resté sans séquelles. Mais je dis, mais ce test est raté. Totalement. Ça va être dur à remonter la pente. Moi, je ne vois pas comment il va faire. Il n'est pas d'accord. Je l'espère. Vous l'espérez. Et moi, je dis... Yoka, comment dire, le jeune va se relancer parce que ça fait partie, ces combats-là, c'est de l'expérience. Il apprend, d'accord,
Et je pense que cela ne voudra pas dire que... À ce niveau, on ne vient pas apprendre. Je ne suis pas d'accord avec lui. Vous montez sur le ring, vous êtes faible. Vous êtes dans le dur. Vous êtes dans le dur en ce sens que quand vous parlez d'apprendre, c'est quand même un champion olympique. Il n'est pas là par hasard. Quand vous parlez d'expérience... Pas olympique, mais c'est un galant international. Oui, mais en fait, c'est un champion olympique qui est sur le ring. Donc quand vous parlez c'est vrai. C'est un champion olympique en 2016. Ah oui. Donc quand vous parlez d'expérience, vous n'êtes pas champion olympique si on vous jette du jour au lendemain. Vous avez déjà capitalisé une certaine expérience avant d'être champion olympique. Et derrière, si vous avez connu une défaite, un temps soit peu que vous avez envie de vous relancer, on parle d'un sparring partenaire. Et dans ces conditions-là, c'est pas comme si c'était quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc, il y a un sérieux problème au niveau de votre cher ami Tony, qu'il va falloir que lui-même il découvre ou qu'on l'aide à découvrir. Soit il veut le rebondir, soit il raccroche. Hein. C'est aussi simple que ça. Et parfois, quand vous voyez, à 30 ans, on ne va pas se mentir, pour tout sportif, c'est quand même un âge. À partir de 30 ans, on commence déjà par préparer sa retraite. Maintenant après, il y en a qui sont surdoués, il y en a qui sont mentalement très préparés. Comme par exemple le Camerounais Roger Mila. Absolument. Ou encore l'exemple palpable d'un certain Cristiano Ronaldo ou encore de Lionel Messi. En fait, mais derrière, quand vous regardez Tony Yoka, quand vous l'observez depuis sa dernière défaite et celle-ci, vous vous demandez psychologiquement s'il n'a pas pris un gros coup. Et cette défaite non plus ne va pas l'aider psychologiquement. Et c'est vous qui le dites. Non, c'est pas moi qui le dis. C'est dans le combat. On a un autre exemple, Anthony Joshua. Non, il faut prendre l'exemple d'Anthony Joshua. Anthony Joshua a eu le syndrome Andy Ruiz. Il a eu un chaos, tout le monde a été surpris, on est resté bouche bée devant la télé. Il ne s'est jamais relevé. Aujourd'hui, parce que vous-même, le spécialiste maison. La peur du chaos existe. On ne l'enterre pas. Ce sont des hommes de 120 kilos. Non. Recevoir un coin d'un homme de 120 kilos. On ne l'enterre pas. Mais vous-même, avant ce combat-là, je l'avais dit. Avant ce combat-là, vous pensez. On ne l'enterre pas, c'est lui-même qui porte son linceul. Avant ce combat, vous-même n'auriez pas prédit sa défaite. Monter sur un ring. Bon, moi, j'ai combattu, je suis monté sur le ring. On n'a pas envie de prendre de coups. Donc, s'il les a pris, c'est qu'il n'était pas performant. Voilà. C'est tout. On lui souhaite quand même bonne chance. On lui souhaite quand même bonne chance. Bonne continuation. Bien sûr, on espère même qu'il pourra atteindre quand même les. Nous allons atterrir à Cotonou, c'est au Bénin, où le nouveau sélectionneur, Gernot Rohr, vient de tenir son premier point de presse. C'est une conférence de presse, parce que point de presse, c'est différent de conférence de presse. Nous sommes sur une télévision panafricaine, donc il faut bien utiliser les termes, les mots. Et voilà, c'était une conférence de presse, sa première à Cotonou. Il a dévoilé la liste des guépards qui vont affronter cette équipe rwandaise, c'est bien ça. Jeudi prochain déjà, non? Le mercredi 22. Et après, le Bénin va se déplacer le 27 pour le match retour. Eh bien, notre correspondant sur place, Rodrigue Foumé, qui sera confirmé, il faut le préciser bientôt, a fait le reportage sur cette conférence de presse que je vous invite à suivre. Depuis ce vendredi 10 mars avec Gernot Rohr, c'est devenu encore plus officiel avec son nouveau titre de sélectionneur des Guépards du Bénin. Pour sa toute première conf de presse dans les locaux du stade général Mathieu Kérékou, une prise de contact avec les médias était nécessaire. Décliner son objectif l'est tout autant. Tout l'objectif 2026, mais il y a une autre CAN qui va venir après celle-ci. Moi, je crois qu'on peut se qualifier pour celle-là, on va tout faire pour. Si d'aventure ça ne devait pas se faire, moi je crois qu'on va le faire. Mais on a d'autres objectifs derrière. Et donc, 19e africain, on doit avoir des ambitions. Et je te dis, l'ambition du Bénin doit être aussi de participer à une Coupe du Monde. Sa première liste de 25 joueurs convoqués est effective. Avec quelques surprises, Gernot Rohr s'est prêté aux questions des journalistes. Voici quelques morceaux choisis. Le contrat, c'est 3 ans. Je gagne la moitié de ce que je gagne au Nigeria parce que je leur dis je ne viens pas pour l'argent. Il y a une solidarité entre
le ministère des Sports et la fédération, chose que je regrettais au Nigeria. Tous ceux que j'ai eu au téléphone m'ont paru bien motivés, bien dans la tête pour venir défendre les couleurs béninoises. Pas un seul m'a donné l'impression, même ceux qui peut-être dans le passé ont eu parfois un comportement critiquable, personne ne m'a mis dans le doute pour le mettre sur la liste. On est dos au mur, on a le Rwanda qui vient. Il faut gagner ce match. Les 4 jeunes que nous avons vus avec les U20, on va les lancer dans les 25 là. Déjà il y en a un qui n'a même pas 19 ans. Et c'est, je crois, encourager de jeunes joueurs. Donc on ne peut pas du jour au lendemain mettre que des jeunes. Ça serait ne pas leur rendre service. Ça serait un cadeau empoisonné. Entre autres joueurs convoqués, Dodo Doku, Imran Hassan, Rabiou Sankamao et Moumouni Rachid, 2 pensionnaires du championnat national des jeunes en mode d'apprentissage avec la sélection nationale senior, l'avant-gardiste Stéphane Cessignon, en expérience, qui va certainement honorer à 38 ans sa 83e sélection le 22 mars prochain. Évidemment, ça parle. Il y a un main. Le main se trouve au niveau de certains cadres qui pratiquement ne jouent pas dans leur club. Ils n'ont aucune bonne statistique, mais pourtant ils se retrouvent au niveau de cette liste. Un nul ou une défaite à domicile face aux Amavubi du Rwanda hypothéquerait toutes les chances de qualification du Bénin à la prochaine CAN en Côte d'Ivoire. Mais au dire des confrères, ou presque, ils sont tous unanimes sur le choix de Guénor sur la liste qui a été dévoilée cet après-midi. Le nouveau sélectionneur des Guépards du Bénin a fait une liste avec une surprise. C'est Fantassignon qui fait son retour. 4 nouveaux joueurs des U20 issus du dernier championnat qui s'est déroulé en Égypte. C'est dire que Guénor compte sur la jeunesse. Le prochain match du 22 mars est très capital pour la double confrontation contre les Rwandais, ici au stade de l'amitié Général Mathieu Kérékou. Le 19, le premier rassemblement, c'est dire que Guénor a déjà une idée en tête. Voilà, je pense que Guénor nous a convaincus quand même, hein, mon cher Steve Mabille. Il a de l'expérience, c'est un vieux briscard, il a dépassé les 70 ans. Bon, je me souviens de lui en tant que joueur quand j'étais enfant déjà. Je crois du côté de Bordeaux, il me semble même. Mais bon, espérons qu'il va être performant. On espère. Chez Pépé pour l'équipe béninoise. Déjà, je pense que c'est un monsieur qui est venu avec beaucoup de précautions, qui a essayé déjà de prendre le pouls du football béninois. Excusez, qui a essayé de prendre le pouls du football béninois déjà en étant loin, en essayant d'étudier déjà ce qu'il y avait comme acquis. Et il a dit, et il est honnête, qu'il est trop tôt, parce qu'il n'aura pas de grand temps pour préparer cette formation avant de livrer la rencontre entre les joueurs qui rentrent tardivement. Il n'aura pratiquement qu'une seule séance. Donc, on peut ne pas déjà espérer de lui un miracle sur cette rencontre, parce que le temps matériel pour faire un bon travail n'est pas disponible. Oui, mais il y a quand même des choses. C'est ce qu'on observe au niveau de tous ces sélectionneurs expatriés, hein. On n'a pas de temps pour entraîner les équipes nationales. Et mieux. Et souvent, bon, je me pose la question de savoir pourquoi on va chercher l'expertise ailleurs. Voilà. Parce que quelque part, il n'y a pas l'expertise chez nous. Déjà, il faut avoir le courage de le dire, où il n'y a pas encore le type d'expertise. C'est vous qui le pensez. Non, les exemples sont là qui nous prouvent aisément. Ce sont de mauvais exemples peut-être. Quand on voit, après, il va falloir que les nôtres également, à un moment, nous prouvent le contraire. Et l'autre chose qui est très importante, c'est l'objectif qu'on lui a fixé. Ah oui. C'est l'objectif qu'on lui a fixé. On ne lui a pas fixé comme objectif se qualifier pour vous avez lu son contrat? Son contrat, on a... Qu'est-ce qui vous pousse à... Non, il a dit lui-même, il a dit au vu, au su de tout le monde, que l'objectif conjoint du ministère et de la Fédération béninoise, c'est d'aller au Mondial 2026. Et donc, il est conscient que 2023, ça va être compliqué, mais qu'il ne va pas s'empêcher d'espérer. Si déjà les responsables du sport eux-mêmes lui fixent pour objectif 2026, ça veut dire que quelque part, il y en a qui n'ont plus pratiquement foi au fait qu'on puisse se qualifier pour 2023 à la CAN. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de la possible qualification du Bénin à cette CAN? Déjà, pour voir cette possibilité, il faut déjà gagner à Cotonou mercredi prochain. C'est possible? C'est possible. Merci. Théophile Hazard?
Il n'est pas d'accord avec vous. Je pense que Guénot Rohr, le vieux de 67 ans, au Bénin, à la tête d'Equipa, nouvelle appellation, nouveau sélectionneur, c'est bien ça. Absolument. Je pense que par rapport à cette liste, bien, cette liste ne peut aller nulle part. Et je ne cesserai jamais de le dire. Vous avez mieux? Vous avez mieux? Non, nous n'avons pas mieux. Nous n'avons pas mieux. Je voudrais m'appesantir beaucoup plus sur ses propos. Il a dit, avant d'atterrir à Cotonou, accueilli par, c'est pas... toute la horde Voilà. C'est une mauvaise chose. Non, mais écoutez... d'aller accueillir le nouveau... on n'en a pas besoin, on n'en a pas besoin autant. Pour lui prouver notre hospitalité légendaire. Non, je pense que... Vous êtes encore contre ça? Je suis personnellement contre ça, parce qu'on n'a pas besoin d'aller... Et puis qu'on a exhibé des photos... Vous voulez qu'il descende incognito à Cotonou, c'est ça? Oui, Félix, ce n'est pas ça. Mais c'est vous, ça. Je pense que c'est moi. Et dans la norme des choses, c'est pas comme ça va se faire. Parce que c'est un monsieur qui vient travailler. C'est pour ça que quelque part je suis... C'est pour ça que non, quelque part je suis un peu... Je suis surpris. Je suis un peu... Que déjà vous... Non, je suis un peu d'accord avec vous. Je suis un peu d'accord avec votre position sur cela. Je pense que même si on doit lui montrer qu'on est très hospitalier, il ne faut pas, à limite, il fallait qu'on voit le ministre des Sports, limite, il fallait qu'on voit si et cela. Alors que l'objectif, c'est vous, votre appréciation. Dites-nous, est-ce qu'on en a besoin? On reçoit un sélectionneur où vous avez pratiquement une bonne partie du comité. Il faut lui faire la fête quand il reviendra. Voilà, il faut qu'il revienne avec une coupe. Voilà, ce qui est quand même dangereux, c'est qu'on peut bien t'accueillir et après te chasser comme un vous êtes dans le négatif. Non, ce n'est pas du tout ça. Vous êtes toujours dans le négatif. Ce n'est pas ça, Félix Ndépépé. Mais continuez déjà, j'ai bien envie de vous écouter. Mais je pense que c'est beaucoup plus technique. On doit beaucoup plus s'appesantir sur les résultats techniques ou les volets techniques. Guénot Rohr, j'ose bien croire que dans ses propos, il a relevé qu'il s'est appesanti sur son adjoint, le premier adjoint qui a assuré l'intérim, Moussa Latoundi, pour confectionner la liste. D'accord. Quelque part, ça, le dédouane, va-t-il nous faire croire lorsqu'il y aura peut-être des problèmes, etc. Non. Parlons ça maintenant. Ne le dédouanera pas. Parce que s'il a voulu s'appesantir sur Moussa, c'est son choix. On ne lui a pas imposé. Ou du moins, dans ses propos, il n'a pas fait comprendre à l'opinion publique qu'on lui a imposé de s'appesantir forcément sur Moussa. Mais c'est en droite logique. Il ne peut pas venir sur un terrain et imposer totalement tout ce qu'il a à faire. Ça ne peut pas composer avec l'existentiel. C'est la droite logique. Je suis d'accord. Et maintenant, je voudrais aborder justement au propos la question qu'on vous a posée, selon laquelle est-ce que le Bénin est capable, n'est-ce pas, eh bien, de se qualifier? Je vous pose la même question. Je vais répondre, sinon je vais m'appesantir sur sa réponse pour répondre. Je dis non. Donc vous pensez qu'on peut pas battre les Amavumbi mercredi? Qu'est-ce qui vous le fait dire? N'oubliez pas mon commentaire. S'il vous plaît. Quand on m'a posé la question, j'ai dit que pour moi ça passait déjà par la victoire mercredi prochain. Voilà. Et ne peignez pas les Amavumbi du Rwanda comme si c'était la Selexao, ou comme si c'était la Rora, ou comme si c'était la Mannschaft. Non. Déjà on sait qu'actuellement on est à l'agonie. Okay. Pourquoi on est à l'agonie? On est à l'agonie parce que nous-mêmes, nous avons joué avec nos chances. Non. Et c'est ça qui permet à un moment... On a droit à 6 matchs, n'est-ce pas? Oui, absolument. On en a joué 2, c'est ça? Oui, 2. Le 3e? Oui, 2 qu'on a joué dans des conditions très critiques. Et c'est parce qu'on n'a pas eu un beau visage que cela permet aux gens aujourd'hui, un peu comme vous, de penser que les Amavumbi du Rwanda sont des extraterrestres qui viendront marcher sur Cotonou. Là, vraiment, JPP, je vous soutiens. Non, il ne s'agit pas de soutenir. Il faut respecter l'adversaire, mais en même temps, on ne va pas vendre, on va pas se vendre moins cher quand même. Après tout, c'est le bien. Avant de se faire valoir sur un terrain, il va falloir que vous ayez des éléments, des joueurs qui puissent vous donner de l'assurance. Ceux-là, ce sont des mécaniciens? Non, s'il vous plaît, écoutez. Vous êtes des vendeurs de talé. Non, écoutez, la qualité des joueurs béninois aujourd'hui, même si on gagnait le Rwanda à Cotonou le mercredi prochain, ou le Bénin gagne le Rwanda à Cotonou le mercredi prochain et se qualifie, même lors de la manche retour se qualifie, ou je ne sais pas trop, avec quels joueurs voulez-vous faire la compétition? Avec les mêmes joueurs. Et quelles sont la qualité des joueurs que vous avez sélectionnés? Vous avez fait revenir Stéphane Sessignon, d'accord? Dans cet effectif-là, qui, ma foi, est pratiquement en train d'être renouvelé, et vous l'amenez pour dire quoi? On a parlé tout à l'heure de ces anciens. Et on dit chez nous, en Afrique, que ce sont les vieilles marmites qui font les bonnes choses. Et mieux, je vais abonder dans votre sens. C'est au bout de l'ancienne code qu'on dit sa nouvelle. Trop de fois Stéphane Sessignon quand ça allait pas.
Ah, il fallait pas le rappeler. Mais Moi, écoutez, d'accord. Nous avons des jeunes qui sont... D'accord, mais l'autre chose, c'est que Seigneur a été trop rappelé. Il faut sauver l'équipe. Les jeunes ont besoin de lui. Il faut essayer de savoir, il faut lire son argumentaire. Il a dit... passé son diplôme d'entraîneur. Non, on l'a dit. Seigneur a qu'à passer le diplôme d'entraîneur. Steve, quand j'écoute les arguments de Gernot Rohr, parce qu'il ne faut pas oublier ça, par rapport à l'appel de Stéphane, il a été clair, au-delà de sa précision. Qui va jouer des bouts de match. Qu'il pourrait jouer. Lorsque vous l'avez fait venir, c'est forcément pour jouer. Qui pourrait jouer des bouts de match, mais que son rôle, c'est beaucoup plus en dehors du terrain, de par son charisme, de par le symbole qu'il représente pour cette sélection. Vous avez sélectionné 25 joueurs. Et pendant que le meilleur du championnat algérien, je prends un exemple parmi tant d'autres, enfin, je parle justement de Marcelin Coupeau, qui est adulé de par son jeu, de par sa prestation. Vous le laissez et vous convoquez Stéphane Sessegnon. Mais quelles sont les statistiques de Marcelin Coupeau en sélection? Marcelin Coupeau, j'étais du côté de... Non, d'Algérie, mais en sélection. Quelles sont ces stats? Mais on parle de ça. Non, mais en sélection nationale. Lorsque vous convoquez Stéphane Sessegnon, c'est une place de moins. Stéphane Sessegnon, je suis désolé Théophile Aza, Stéphane Sessegnon a un vécu en sélection nationale. Stéphane Sessegnon a des statistiques au-delà de la normale. Ce que Marcelin Coupeau n'a pas encore en sélection. Mais on est d'accord qu'on a envie de vendre. Le gamin a fait des résultats. Non, mais en sélection. Écoutez, je vais vous donner un exemple. Façon Nigeria. Façon Nigeria. Non, revenons. Qui, ma foi. Non, Théophile, n'allons pas du coq à l'âne. Non, pas du tout. Faisons un débat. Non, faisons un débat intelligent. On parle de Marcelin Coupeau dont vous êtes en train de parler. L'élimination face au Nigeria. Qui a perdu la balle? Qui a conduit au but? Non, Nigeria. Là, je ne suis pas d'accord avec vous. Non, vous êtes complètement à côté. Non, on n'est pas à côté. Je ne suis pas d'accord. Parce que vous vantez un garçon qui malheureusement en sélection nationale n'a pas de grosses statistiques. Mais écoutez, malgré sa qualité, pourquoi on appelle quelqu'un en sélection? Heureusement, malheureusement, du côté de l'Algérie, je suis d'accord avec vous. J'ai vu Marcelin Coupeau marque des buts. Je suis d'accord avec vous, FSP. En Algérie, c'est pas s'il ne joue pas pour l'équipe nationale. C'est un exemple. Nous sommes bons à dire en équipe du Bénin. Je suis d'accord. Et l'entraîneur a été clair. Il a été clair. Il pourrait jouer de bout de match, mais je dis, en lieu et place d'un vétéran, excusez-moi. Ah, c'est un vétéran, hein. Faut dire la vérité. Que Marcelin Coupeau, eh bien, un joueur qui marque, on en a besoin des attaquants. Aujourd'hui, Steve Mounier, c'est vrai, il a retrouvé du temps de jeu dans son club, mais il est le seul aujourd'hui dans notre attaque, l'attaque béninoise, qui est improductive, s'il vous plaît, parce qu'on ne marque pas de but. Et tous les clubs et toutes les équipes nationales, ou toutes les catégories d'équipes du Bénin en souffrent. Et c'est de ça il est question. Maintenant, si vous faites venir Stéphane Sessegnon, qui, ma foi, est au soir de sa carrière, en lieu et place d'un joueur jeune qui pourrait nous faire gagner des matchs, je crois qu'il y a problème. Dans cette liste-ci, comment il s'appelle, Gernot Rohr a fait venir, a opéré un choix comme ça, je dis il est à côté de la plaque. Et gagner le Rwanda le mercredi prochain à Cotonou, ça va être compliqué, je vous dis. Même nous souhaitons bonne chance. Aucune rencontre ne sera jamais faite. Toutes les rencontres seront. Le Rwanda, c'est ce que nous souhaitons. Moi, je mise aussi une victoire. Ils le feront. Ils feront le job. Voilà, ils feront le job. Allez, on va de Cotonou à Lomé, il n'y a que quelque part. Allons à Lomé où l'entraîneur Paulo Duarte également a sorti sa liste. Mais ce jeudi matin, vous constatez que ce sélectionneur veut coûte que coûte relever la tête, enfin faire en sorte que le Togo se relève. Est-ce que vous pensez que avec cette liste, le Togo pourra battre le Burkina Faso? Je commence d'abord par mon cher Théophile Aza, parce qu'il voulait donner des exemples tout à l'heure sur les éperviers. Oui. Je voudrais rapidement faire cette comparaison avant de continuer par rapport à la liste. Allez-y, allez-y. Vous voyez, au niveau des gardiens de but, quand vous prenez les 3 sélectionnés par les Guépards, Gernot Rohr pour les Guépards, et les 3 sélectionnés au niveau donc des éperviers du Togo, vous allez voir que le meilleur gardien de but, je le dis comme ça, et ça n'engage que moi, et tous les Africains qui suivent les différentes compétitions de la Confédération africaine de football, notamment celle qu'a pris part Asko de Kara, a vu ce gardien de but. Wassi Ouro,
qui, ma foi, fait partie de cette liste-là. Cela voudra dire tout simplement qu'on a, Paolo Duarte a opté pour l'excellence. Ce que Gernot Rohr n'a pas fait. Lorsqu'il s'agit des choix des gardiens de but pour les départs, qu'est-ce que vous avez comme gardien de but? Lorsque vous prenez Saturné Alagbé qui n'a pas de temps de jeu, Steve Mabi, vous allez me dire, vous suivez le football international. Oui. Lorsque vous êtes gardien de but et que vous passez au clair de votre journée ou de toute votre compétition au banc de touche, n'attendez pas un résultat en équipe nationale. Oui, mais vous avez qui est de plus expérimenté s'il vous plaît. Au Bénin actuellement. Lorsque vous avez un certain Dandinou, voilà, qui est en Afrique du Sud et qui est un excellent gardien de but. Ah, donc, ben oui, je vous dis, avant même de partir, il a fait ses preuves. Vous pensez que Marcel... Il a continué, Marcel Dandinou, il a continué. Il devrait être premier gardien. Non, écoutez, en sélection. Non, j'ai bien envie que... Pourquoi pas? Ah d'accord, vous le pensez. Mais pourquoi pas? On va vous prendre au mot. Quand est-ce que vous allez donner la chance à ces jeunes joueurs? On parle d'expérience, mon cher Théophile Hazard. Allez, mon cher, nous allons permettre à Boris Tchota, notre envoyé spécial à cette conférence de presse, de nous faire le point. Le Togo affronte le Burkina Faso pour le compte de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN 2023. La sélection togolaise sera face aux étalons le 24 mars à Marrakech pour la phase aller et le 28 pour le match retour au stade de Guégui. Ce jeudi, le sélectionneur togolais Paolo Duarte a dévoilé la liste des joueurs sélectionnés pour cette double confrontation. Au total, 26 joueurs convoqués dont 3 gardiens de but, 7 défenseurs, 6 milieux de terrain et 10 attaquants. Dans cette liste des joueurs convoqués, des absences sont à noter. Il s'agit de Plaka Fessou qui est blessé, Frédéric Ananou également blessé et Floyd Haïté aussi qui est annoncé comme blessé. Donc ce sont les 3 absences majeures qu'on peut noter sur cette liste. Au-delà de ces absences, le sélectionneur togolais a renforcé l'équipe avec de nouveaux joueurs locaux. C'est la présence de 5 joueurs locaux qui aujourd'hui font partie de cette liste de Paolo Duarte. Il y a le gardien Ouro Nyeni et Ouassiou, il y a le défenseur aujourd'hui Roland Amouzou et 3 attaquants qui font partie également de cette liste. Donc au-delà de ça, il faut dire qu'on a des absences aussi majeures parce que Tchakei Marouf, qui aujourd'hui est considéré comme le meilleur tireur de coups francs africain évoluant sur le continent, qui est absent plutôt, parce que selon le sélectionneur, c'est un joueur dont les 2 dernières prestations ne lui ont pas inspiré confiance. Après 2 premières sorties sur le départ en point, l'espoir est permis pour une éventuelle qualification face aux étalons lors de cette double confrontation. Le Togo traverse une période assez difficile depuis un temps. Nous n'avons plus assez de joueurs dans les meilleurs championnats. Nous savons déjà que ça serait difficile, d'autant plus que le Burkina est en forme. Le Burkina a assez de joueurs de qualité. Mais comme vous le savez, cette liste n'a pas de surprise en tant que telle. Ceux qui sont des habitués sont là. Ceux qui doivent jouer vont le faire. C'est à eux de mettre le maximum pour quand même essayer d'arracher un résultat positif. Pour ce match, la sélection togolaise est très attendue pour ramener une victoire. Allez, on reste toujours au Togo pour parler cette fois-ci des championnats scolaires et universitaires au Togo, championnat édition 2023. La cérémonie du lancement de la version 2023 s'est déroulée ce lundi 13 mars sur le terrain de l'université de Lomé. Elsie Blagodi, reportage. Les championnats universitaires ont démarré ce lundi à Lomé. Plus d'une centaine d'athlètes sont attendus cette année. L'objectif de ces championnats scolaires et universitaires est de permettre aux étudiants de mieux s'acclimater aux activités pédagogiques et académiques, mais surtout de promouvoir leurs talents sur le plan sportif. L'objectif à atteindre, je crois que déjà, c'est pour les étudiants eux-mêmes d'abord, un corps sain, un esprit sain dans un corps sain, pour leur permettre vraiment de mieux appréhender les activités pédagogiques et académiques. Et en dehors de cela, je pense que
c'est également attirer un peu le public sur tout ce que nous faisons. Un match d'ouverture a eu lieu sur le terrain de l'Université de Lomé devant un grand public où élèves, étudiants et personnalités sont restés admiratifs de l'immense talent de la jeunesse togolaise. Ce match de football a opposé l'École supérieure d'agronomie ESA et l'Institut des métiers de la mer IM2. À la fin du temps réglementaire, c'est l'équipe de l'École supérieure d'agronomie ESA qui a remporté la victoire par 3-0. Mes impressions sur ce premier match, je crois que dans l'ensemble, je crois qu'on a assisté quand même à un beau match, même si la mer n'a pas pu emporter nos clôtures, ce qui est meilleur d'ailleurs, sinon ça devait être la catastrophe. Mais je crois que ça procure quand même de très bonnes occasions donc de retrouvailles entre les étudiants d'abord, puis également toutes les équipes, je n'ose pas le dire, mais toutes les équipes se valent. Pour ces championnats scolaires et universitaires, un accent particulier sera mis sur la jante féminine. Également, les championnats vont se poursuivre tous les jours sur les aires de l'université et prendront fin le 31 mars prochain. On retourne au Bénin, retrouver un médecin du sport, un grand médecin du sport. Son nom c'est Parfait Aïvodi. Parfait Aïvodi qu'on ne présente plus, qui va nous parler de la commotion cérébrale. C'est ce type de lésion au cerveau qui provoque une détérioration de la fonction cérébrale. Rodrigue Foumé, reportage. Rugby, boxe, football ont un point commun. Ce sont des sports de contact qui engendrent de violents chocs de corps de sportifs où il n'est pas rare d'entendre parler de commotion cérébrale. Les médias en parlent, les acteurs le subissent et le spécialiste le confirme. C'est une lésion fréquente qu'on voit en football, en pratique de football. Lésion qui intéresse beaucoup plus le cerveau et le crâne. Ce qui dit crâne-cerveau va parler de choc direct sur la tête, le cou et la face. Voilà, les lésions de la tête contre la tête, on les appelle la commotion cérébrale. Et on peut voir dans le rugby, les plaquages, la conquête du ballon forcé amène à avoir des chocs contre tête. Basket, je ne vois pas. Handball, non plus. Un ébranlement du cerveau dans la boîte crânienne. Lors du choc, le cerveau tape dans la paroi osseuse. Dans 10% des cas, la commotion entraîne un chaos, une perte de connaissance du sportif. Comment ça se passe? Lors d'un dégagement du gardien depuis vers la surface de réparation. C'est les ballons aériens. Pendant le cours du jeu, le choc survient par l'arrière de la tête et le front de l'adversaire. Il voit le ballon venir. Dans la surface de réparation, lors des centres, où les connaît, ça c'est tête contre tête. Parfois face contre face aussi. Voilà le mécanisme. Parfois même il y a des coups de coude pour le bras contre la tête. L'adversaire vous envoie un coup de coude, ça donne les mêmes symptômes. Vous avez une détérioration de la fonction cérébrale. C'est-à-dire le patient et le joueur perd connaissance, ou s'il ne perd pas connaissance, il perd la mémoire. Il peut être en train de vomir et présenter des maux de tête. C'est une lésion fréquente. Même la FIFA a reconnu parmi les lésions du sportif, 14% sont liées aux lésions du crâne et du cerveau. Cette activité provoque chez certains sujets une surcharge dans le système nerveux, un orage électrique, tous les muscles se relâchent et le sportif s'effondre. Dans 90% des cas, il est sonné et son cerveau souffre. La particularité ici, c'est des symptômes réflexes. Dès que vous avez le coup, vous réagissez. Mais ça n'altère pas, ça ne détériore pas les organes. C'est un trouble fonctionnel réflexe. Il y a choc, il y a réaction. La preuve, c'est des symptômes réversibles. Ça ne dure pas. Néanmoins, la sévérité de la lésion varie d'un sujet à l'autre et il faille vite poser le diagnostic. Le joueur revient à lui, mais il y a des questions qu'on lui pose pour voir l'état de dégradation avancé. Est-ce qu'il se rappelle du lieu où on joue le match? C'est des questions. À quel moment il a eu le choc? Je ne peux pas dire. Il reconnaît les doigts, on lui montre.
Voilà, et s'il a mot de tête, il a envie de vomir, le score du match, parfois ils oublient. Un joueur qui oublie le score du match, c'est qu'il a les trous de mémoire. Oui, donc c'est des petits. On le sort, ça c'est automatique. Le repos, et il faut rapidement évaluer. Et la palme. Il s'est passé quelque chose, Sadio. On estime qu'il y a faute. Sadio Mané, lui, est KO également au sol. Vozinha qui se relève. Vozinha, il ne sait pas du tout où il est. Il ne sait pas où il va. Je ne sais pas s'il sait où il est. Vozinha va arriver avec la tête heurtée, celle de... La commotion cérébrale ne peut être évitée, notamment en football. Les solutions aussi, peu évidentes, mais jamais loin. La promotion en cas de blessure, c'est 4 points. Les Anglais ont appelé RICE. R-I-C-E. R, c'est le repos. On sort le joueur, on le met hors du jeu. I, comme glace, là, on applique sur la lésion. C, c'est bande. On met une bande. Attention, on appelle ça contention. Et puis le membre atteint est élevé pour éviter une accumulation de sang. Parce que c'est des lésions qu'on ne peut pas prévoir. Le ballon arrive, on ne sait pas comment on va négocier. Maintenant, il faut dire aux joueurs de ne pas mettre les ballons en l'air, on ne peut pas. C'est le jeu, c'est le football. Ça, c'est règle. Il faut avoir la chance de ne pas être blessé, c'est tout. L'essentiel, c'est d'être bien entraîné à accepter ses coups, quoi. Et à l'habitude de veiller sur les coups dangereux. Parce que quand on envoie le coude sur la tête, ça c'est une agression. Les exemples sont légion, les cas sont rares. Le médecin en chef et ses 14 années d'expérience passées au sein de l'équipe nationale béninoise de football lui valent aujourd'hui le titre d'officier santé auprès de la Confédération africaine de football. Évidemment, du vécu, il en a vu. On rencontre ces cas-là. Il n'y a pas de cas trop grand nécessitant un long temps de repos. Peut-être dans les matchs de haut niveau, où le jeu va vite, les éliminatoires Coupe des Nations par exemple, voilà. C'est fréquent. Et les joueurs de grande taille sont plus protégés. Si un grand nombre de boxeurs professionnels développent les symptômes de cette démence pugilistique, les rugbymen et la quasi-totalité des anciens footballeurs en souffrent aussi. Il est donc recommandé à une personne de consulter un médecin avant de se livrer à des activités physiques telles que le sport, après avoir subi une commotion cérébrale légère. Steve Mabille, voilà, le docteur parfait, il vous dit que je respecte, que nous respectons pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. C'est un vrai médecin. Il a tout dit, hein? Il a tout dit, je le félicite. Et surtout que bon, le noblard est le sport le plus touché par les décès suite aux commotions cérébrales. Il y a eu plus d'une centaine de boxeurs décédés, hein, et c'est énorme. Bon, moi j'espère que les arbitres et les entraîneurs vont s'attaquer à ce problème, essayer de stopper surtout les combats lorsque leur boxeur est en difficulté. Il faut arrêter de regarder un spectacle où un homme risque sa vie, et même les femmes, il y en a une qui est décédée l'année dernière, il me semble. Donc il faut vraiment faire attention et protéger les athlètes au football, au rugby, dans tous ces sports de contact. Et surtout que c'est parfois on va dire, c'est latent, puisque c'est des petits coups répétés. Et c'est une accumulation qui fait que, on a eu l'exemple certainement avec Mohamed Ali, qui est décédé de la maladie de Parkinson, et peut-être c'est suite aux coups reçus. Donc le docteur parfait Ivodji a tout expliqué, et c'est très bien. Sans oublier que notre reporter également fait un travail appréciable. Oui, le Rodrigue Foumé. Ah oui. Vraiment, je suis petit poisson deviendra grand pourvu que Dieu lui prête vie. Allez, on reste au Bénin et on va parler de la 5e journée de la Super League Pro. C'est le championnat national. Le nouveau sélectionneur Gernot Aurore a suivi même un match à AS Cotonou Buffle. Reportage. Pas de vainqueur entre AS Cotonou et Buffle FC. Les Cotonouis recevaient ce samedi à domicile l'équipe de la cité des Koubourou. Sous le regard avisé de Gernot Aurore, nouveau sélectionneur de l'équipe nationale du Bénin. La seconde période a démarré comme la première. Les 72e et 73e minutes des hommes de Richard Bior ne changent rien au score. 0-0, le vice-champion en titre, en quête de sa première victoire de la saison, repart avec le point du nul. Quelle que soit la manière, quand vous ne marquez pas,
c'est des problèmes, c'est des lacunes qu'il faut corriger. Mais je sais que c'est une équipe qui est en train d'être nouvellement reconstruite, mais je sais avec le temps, ça va venir. Sur nos installations, on n'a pas le droit à l'erreur. On était venu gagner, mais on a rencontré une équipe de buffles très déterminée qui nous a mis les bâtons dans les roues. Donc on est reparti avec un point. C'est une déception, mais on reviendra beaucoup plus fort. Pour cette journée, 15 buts au total ont été marqués. Les Lotto Boys, accrochés pour la première fois de la saison, ont été contraints au nul, 2 buts partout face à la belle formation d'Asvo à domicile. Coton FC enchaîne une nouvelle victoire et engrange des points à l'extérieur en dominant Damissa FC. Banigansé fait le strict minimum 1-0 contre les Dragons de l'EME. Le carton plein de la journée, c'est celle de la jeunesse athlétique de Kétou, 3-0 face à Dadja FC. Au classement, et ce malgré son nul, l'Autopopo garde les commandes et distance au dauphin, Coton FC de 3 points. Banigansé retrouve des couleurs et se repositionne à 3 longueurs d'unité de la deuxième place. Dans le bas du classement, on retrouve Damissa FC qui se donne de l'air. Dadja et Buff FC sont en danger. Toujours au Bénin, retrouvailles des anciens Caïmans du Zou. Quand on parle de Caïmans du Zou, écoutez, c'est des anciens footballeurs de cette région. Vous savez qu'au Bénin, il y avait les requins de l'Atlantique, les dragons de l'Ouémé, les scorpions noirs du Mono, dont j'étais sociétaire, gardien de but. Ah oui, hein, mon cher JPP. Dernier rempart. Il y avait également ces Caïmans du Zou, les lions de la Takora, les buffles du Borgou, etc., etc. Et ceux du Zou se sont retrouvés. Et quand on parle des anciens, des Caïmans là, on fait référence à un certain Djekpoto Gilbert, Colimé Pamphile, Sosa Lambert, qui est revenu jouer avec les scorpions noirs du Mono avec son pied gauche magique. Felijo David, l'homme au tir cataclysmique, entre griffes. Et puis il y avait également Soudé Flavien, Zoutiémé Alexis, Adigo Dinalo, Hubert Ragbe, Adeoti Latif, etc., etc. De toutes les façons, Rodrigue Foumé était de la partie. Nous allons suivre son reportage sur ces anciennes gloires du football dans le département du Zou. Comme un euphémisme dantesque, un événement peut en entraîner un autre. L'idée est née à partir du moment où il y avait eu un décès, le décès du doyen Tadien. Les anciens, les requins, les dragons, ils étaient bien organisés et on a vu que à notre niveau, il y a eu un défaut d'organisation. Donc c'est au lendemain de cet enterrement que le doyen a dit, bon voilà, il faut qu'on puisse se retrouver et mettre quelque chose en place pour que nous aussi, le nom des Caïmans ne disparaisse pas. C'est comme ça que notre retrouvaille a pris, et on s'est dit, et on s'est assisté. Maintenant, il faut qu'on se retrouve pour se manifester. D'où l'évidence des retrouvailles dans une nostalgie de 3 générations de footballeurs, le tout dans un cocktail organisé pour une première édition. Et on s'est retrouvés à Bomé du 24 au 26 passé février pour vraiment fêter donc, tout ce que nous avions fait pendant plus de 50 ans. Nous avons par exemple le douanier Felico David qui est à mes côtés, il y a le douanier Djekpoto Gilbert, il y a Colimé Pamphile, il y a Tessi Anselme, il y a Zoutiengbe Alexis, il y a Dou Alain, il y a Ayossor Nestor, il y a Felico Com, ça dit Xavier, et vraiment je ne pouvais pas tout citer. Le doyen Abbas, voilà. Beaucoup nous ont assistés et vraiment c'était une grande retrouvaille. Et désormais, les Caïmans existent, les anciens Caïmans existent et ce serait perpétuel. Perpétuer désormais un acquis, c'est tout l'immense challenge de cette association sportive créée. Et pour la circonstance, la première des choses qu'on a effectué, on a pensé à ceux d'entre nous qui ne sont plus parmi nous. Donc on a essayé d'organiser une messe à leur intention. Le lendemain matin, on s'est retrouvé en entraînement, en séance d'entraînement entre nous. On a joué contre l'équipe de AFA pour juger un peu nos potentialités parce qu'on a laissé le football il y a un moment. Et la soirée, on a invité l'équipe de Bulldozer de Paracou et qui nous ont fait le plaisir de participer à cette fête avec nous. C'était un moment magique avec un match en nocturne. Et entre autres activités, la présence d'un invité de marque, Moufli Ali, autour d'une réflexion telle: comment impacter le football au niveau du plateau, de la matière à réfléchir qui donne plus de crédit au sérieux et à l'engagement pris de ces hommes responsables, mais pas que. On s'est vu il y a un moment, plus de 40 ans.
On s'est dit, voilà, il va falloir qu'on se retrouve pour mettre quelque chose en place, pour impacter le football au niveau du plateau d'Abomey. Influencer et mettre notre potentiel en jeu pour développer le football des jeunes. Parce que l'objectif, c'est d'emballer le maximum. Parce qu'il y a nos frères qui sont à l'extérieur et qui n'ont pas, parce qu'ils ne croyaient pas à l'événement. Mais cette fois-ci, je suis sûr que beaucoup vont s'intéresser à la chose. Le rêve, certes, grand, mais tout en sobriété pour ces grands passionnés du football, au jeu et au peu de moyens qu'ils disposaient à l'époque, des souvenirs pour l'ancien milieu de terrain des Écureuils. Il y a du progrès et je souhaite que ça soit encore plus que ce qui se fait aujourd'hui. En notre temps, c'était un football gratis. On jouait fata. Il suffit seulement de prendre 2 boules d'Akassa et c'est fini. Et comment je suis rentré à Abomey? Je suis rentré à Abomey avec une somme de 1500. Mais aujourd'hui, quand on vous appelle à l'équipe nationale, il suffit seulement de donner votre RIB, vous partez et quand vous allez consulter votre compte, c'est les millions et qui vont couler. C'est l'argent. Et sans l'argent, il n'y aura pas le football. Les conseils du sage ne sont jamais loin pour l'essor du football béninois. Moi, Felro David et mon frère Evans, nous sommes des produits des championnats scolaires. Il faut que le football retourne vraiment à la base, à l'école, même à l'école primaire, pour que les BABA soient vraiment bien huilés au niveau des enfants. Et vous allez voir que d'ici 5 ans, le Bénin va étonner le monde. En attendant, les anciens caïmans du zoo continueront d'écrire davantage leur histoire, leur page tachée d'encre indélébile, les jeunes au professionnalisme et un héritage à sauvegarder pour la génération à venir. Ça fait couler des larmes, n'est-ce pas? Quand on voit ces anciens qui ont mouillé le maillot pour la République, eh ben, je vais vous raconter cette anecdote. On était dans les années 80 et mon équipe, les Scorpions Noirs du Mono, rencontrait les Caïmans du zoo au stade de Lokossa. Vous savez quoi? C'était un match tendu. Et à la fin, nous, on a gagné, c'est-à-dire les Scorpions Noirs. Non seulement ça, on a fait appel à Ouélé Pipi. Vous savez ce qu'on appelle comme ça dans le patois. Et ça se retrouve en sport. On les a battus. Et une grosse pluie a mouillé Lokossa. Et leur bus s'est enfoncé. Parce qu'on avait chanté Soja Djezome, Soja Lukia Djezome, Abobola di Miokaba Madio, Miokaba Madio, Soja Djezome. C'était le temps fort. C'est comme ça. Et quand je vois David Feliho parler, je tombe simplement de lui parce que celui-là, il a tout donné pour la République. Il a véritablement mouillé le maillot. Et je ne vais pas oublier un certain Jean-Marie Dayato, paix à son âme, grand gardien de but, d'abord des Scorpions Noirs du Mono, comme il est natif du zoo, eh bien, il est allé chez lui pour devenir le gardien titulaire des Caïmans du zoo. Vous avez quelque chose à ajouter parce que c'est beaucoup d'émotions. Ouais, beaucoup d'émotions. Quand vous entendez qu'à l'époque, les gens s'allaient en sélection pour 1500 francs CFA, étaient très fiers, ce n'était pas de l'argent, étaient d'abord fiers de porter la tunique nationale et qu'aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, ce flambeau n'a pas été transmis aux plus jeunes. Et il n'y a pas que dans le zoo. Vous avez parlé des Caïmans du Mono. On se rappelle encore les Scorpions noirs du Mono. On se rappelle que bien avant même les dragons et les requins, on avait Asoko Tato, on avait Étoile, on avait plein de formations. Donc c'est énorme cette histoire. Et forcément cette histoire, il va falloir la compter aux plus jeunes pour qu'ils puissent en prendre de la graine et s'en servir comme élément de motivation pour sortir le Bénin de l'ornière footballistique. On va changer de registre. La petite balle en celluloïde sera au centre des débats au niveau donc, du continent. Et ça va être une première que l'Afrique pongiste va vivre cet événement de taille. Il s'agit du championnat du monde de tennis de table. Maurice Chota nous le confirme. Suivons son reportage. Le championnat mondial de tennis de table est l'un des événements sportifs les plus importants du monde, rassemblant des joueurs de ping-pong de toutes les régions du monde. La Fédération internationale de tennis de table, ITTF, a choisi l'Afrique du Sud comme pays hôte pour ce tournoi historique qui aura lieu à Durban International Convention Centre du 20 au 28 mai 2023 avec des épreuves en simple homme et femme ainsi que des épreuves en double homme-femme mixte. Au total,
192 joueurs, dont 128 joueurs en simple et 64 duos en double, participeront à une compétition à élimination directe avec pour objectif d'être sacrés champions du monde dans leurs catégories respectives durant 8 jours. Le choix de l'Afrique du Sud n'est pas une surprise car ce pays est un centre important de la culture et du sport en Afrique ainsi qu'un pays clé pour le développement économique et touristique. La Fédération internationale de tennis de table a annoncé que le championnat mondial de tennis de table se tiendra en Afrique du Sud qui va accueillir le tournoi pour la première fois. L'annonce de ce tournoi a été accueillie avec enthousiasme par les fédérations africaines de tennis de table qui ont travaillé dur pour promouvoir et développer ce sport dans leurs pays respectifs. Ils espèrent que la tenue de ce championnat en Afrique attirera davantage l'attention sur cette discipline et contribuera à sa popularité et à sa croissance dans toute la région. L'organisation de ce tournoi représente également une opportunité pour le continent africain de se faire remarquer dans tout le monde du sport, non seulement en termes de compétition, mais aussi en termes d'infrastructures. L'Afrique du Sud a investi massivement dans la construction de nouveaux équipements sportifs et de stades. Et le tournoi de tennis de table représente une occasion unique de mettre en avant cette infrastructure de pointe. De plus, la tenue de cet événement attirera également l'attention sur la ville de Durban et sur l'Afrique du Sud en général. Les visiteurs du monde entier pourraient découvrir les richesses de la culture sud-africaine et explorer les sites touristiques du pays. L'organisation du championnat mondial de tennis de table en Afrique représente une opportunité pour le continent africain de se faire remarquer dans le monde du sport. Les organisateurs espèrent que cet événement contribuera à promouvoir le sport et à stimuler la croissance économique dans la région tout en offrant une expérience unique aux amateurs du sport du monde entier. On retourne à Kigali pour suivre ce 73e congrès de la FIFA. D'importantes décisions ont été prises. On suit le reportage de Baker Sanguita. Le conseil de la FIFA s'est réuni en amont du 73e congrès de la FIFA à Kigali, au Rwanda, et a adopté plusieurs décisions clés concernant l'avenir des compétitions masculines et féminines, pour lesquelles les calendriers internationaux des matchs respectifs ont été approuvés à l'unanimité à la suite d'un processus de consultation exhaustif. En ce qui concerne le calendrier international des matchs pour le football masculin 2020-2030, il sera structuré comme suit. Une fenêtre de 9 jours avec 2 matchs en mars. En juin, une fenêtre de 9 jours avec 2 matchs incluant des matchs amicaux préparatoires aux compétitions finales, le cas échéant. Une fenêtre de 16 jours avec 4 matchs à compter de 2026, 2 fenêtres de 9 jours et 2 matchs conservés en septembre et en octobre 2025, fin septembre, début octobre et une fenêtre de 9 jours avec 2 matchs en novembre. Selon ce nouveau calendrier, la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 sera disputée le dimanche 19 juillet 2026 et la période de mise à disposition obligatoire des joueurs débutera le 25 mai au lendemain de la dernière date de match officiel pour les clubs. Des dérogations peuvent être accordées jusqu'au 30 mai 2026 pour les finales des compétitions interclubs des confédérations sous réserve de l'approbation de la FIFA. Le nombre total cumulé de jours de repos, de mise à disposition et de compétition s'élève à 56 jours, en chiffre identique à celui des éditions 2010, 2014, 2018 de la Coupe du Monde de la FIFA. Calendrier international des matchs pour le football féminin 2024-2025. Identique au calendrier actuel, le calendrier international des matchs pour le football féminin 2024-2025 comptera 6 fenêtres internationales par an. Certaines de ces fenêtres comporteront plusieurs types différents afin de permettre aux confédérations d'organiser leurs qualifications spécifiques et aux associations membres de disputer des matchs amicaux. Les dates du tournoi olympique de football féminin ont été ajoutées au calendrier du 25 juillet au 10 août 2024, de même que celle de la toute première Gold Cup féminine de la CONCACAF du 20 février au 10 mars 2024. Le Conseil a également approuvé à l'unanimité la création d'un groupe de travail sur la santé des joueurs et des joueuses afin de veiller à la bonne mise en œuvre des principes de protection du bien-être des footballeurs et footballeuses tels que les périodes de repos obligatoires.
S'agissant du format de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, sur la base d'un examen minutieux de l'intégrité sportive, la santé des joueurs, les déplacements des équipes, l'attractivité commerciale et sportive ainsi que l'expérience des équipes et des spectateurs, le Conseil a unanimement approuvé la modification proposée du format de la Coupe du Monde 2026 pour transformer les 16 groupes de 3 équipes en 12 groupes de 4 équipes. Les 2 premiers de chaque groupe et les 8 meilleurs troisièmes se qualifieront pour les 16e de finale. Quant à la Coupe du Monde des clubs de la FIFA 2025, après l'approbation de la répartition des places pour la Coupe du Monde des clubs de la FIFA à 32 équipes, il se déroulera tous les 4 ans à partir de juin 2025. Le Conseil a approuvé à l'unanimité les principes clés de la sélection des équipes participantes. L'objectif étant de proposer un plateau de la meilleure qualité possible sur la base de critères sportifs. La période à prendre en considération étant les 4 années entre les saisons s'achevant en 2021 et 2024, les principes clés de la sélection sont les suivants. Pour les confédérations disposant de plus de 4 places, vainqueurs des 4 dernières éditions de la principale compétition interclub et équipes supplémentaires sélectionnés au regard de leur place au classement des clubs de la confédération au cours de la même période de 4 ans. Pour les confédérations disposant de 4 places, vainqueurs de 4 dernières éditions de la principale compétition interclub. Pour les confédérations disposant d'une place, club le mieux classé parmi les vainqueurs de la principale compétition interclub au cours de la période de 4 ans. Pour le pays hôte, le club qui prendra la place allouée au pays hôte sera déterminé ultérieurement. D'autres critères s'appliquent. Si un club remporte au moins 2 éditions de la principale compétitivité, le Conseil a approuvé à l'unanimité le concept stratégique d'une compétition annuelle interclub de la FIFA à compter de 2024. Cette compétition réunira les vainqueurs de la principale compétition interclub de chaque confédération et opposera en finale sur un site neutre le vainqueur de la Ligue des champions de l'UEFA au vainqueur du tournoi de barrage disputé de candidature la plus exhaustive de l'histoire de la compétition. Il est prévu que le congrès de la FIFA désigne le ou les pays hôtes l'an prochain. Quant au statut de la FIFA, le Conseil a par ailleurs décidé de créer un groupe de travail impliquant toutes les confédérations afin de procéder à un examen exhaustif des statuts de la FIFA en vue de présenter des propositions d'amendement au congrès de la FIFA de l'année prochaine. Cet examen permettra notamment d'étudier la possibilité d'étendre le mandat de la FIFA afin d'inclure la catégorie de l'e-football à ses objectifs généraux. À présent, en ce qui concerne la réforme du système des transferts, le Conseil a approuvé à l'unanimité les amendements du règlement du statut du transfert des joueurs de la FIFA en lien avec les périodes de transfert et avec le besoin d'améliorer la protection des joueurs au chômage dans le cadre du 3e train de réforme du système des transferts. Enfin, d'autres décisions ont été prises, notamment le règlement relatif à la gestion opérationnelle du programme de développement des talents de la FIFA, dans lequel l'instance dirigeante investira 200 millions de dollars US entre 2023 et 2026, a lui été aussi approuvé à l'unanimité. Un point a été fait sur la Coupe du Monde féminine de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023, tandis que le Conseil a approuvé la publication du rapport de synthèse sur la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022. Enfin, le Conseil a confirmé que la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA EAU 2023 se déroulera du 16 au 26 novembre prochain et la répartition des places pour la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA Seychelles 2025 a été approuvée. Allez, on va un peu dans quelques pays pour le condensé de l'actualité sportive. À présent, on commence par le Bénin avec Gildas Adimou. Gildas Adimou, qui est notre correspondant permanent au Bénin. Bonsoir. Bonsoir à vous, Félix Sandé Péripéré. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Et bienvenue dans le condensé de l'actualité sportive depuis Cotonou, depuis le Bénin. On parlera pour ce condensé, on parlera uniquement football démarrant et par les clubs de football féminin qui ont été honorés, on va dire ça comme ça, et cette semaine par la Fédération régionale de football qui les a octroyé les subventions à leur allouer chaque année depuis quelques saisons maintenant.
La fédération a une fois de plus sacrifié à la tradition en octroyant ses subventions à ses clubs féminins. Ainsi, les clubs féminins de première division ont reçu chacun 3 millions, tandis que les clubs de la deuxième division ont reçu également 2 millions. Au niveau des ligues départementales, elles ont reçu chacune 3 millions de francs CFA pour la bonne marche de leurs activités. Mais parlons à présent du championnat national de football féminin. Une fois n'est pas coutume, on parlera football féminin durant tout ce condensé. Parlons du football féminin également au niveau du championnat avec la 7e journée du championnat national qui se jouait ce week-end avec les résultats qui se présentaient comme suit. Dans la poule A, Elite ACAP a gagné 3-1 face à Phoenix. AS Gamiar a perdu 1-2 face à Léopard OM. AS Galaxy a perdu également 1-2 face à AS Lyon. Dans la poule B, Gazelle a perdu face aux champions, sinon face à l'équipe championne en titre. Gazelle a perdu 1-2 face à Espoir. Asaba et Blackstone se sont séparés 2-2, 0 but partout. Même score Vigueur et Dynamique, 0 but partout dans la poule B. Dans la poule C, Nadja FC a gagné 2 buts à 0 face à Ainovi FC. Cephos et Tigresse se sont séparés 1 but partout. Sam Nelly et ISMAR ont fait également match nul, 2 buts et partout au classement. Dans la poule A, Elite est premier avec 19 points plus 11, deuxième Léopard 16 points plus 6, troisième AS Gamia 10 points plus 2 et quatrième AS Lyon 10 points plus 2 également, cinquième AS Galaxy 2 points moins 7, sixième Phoenix ferme la marche avec un petit point moins 14. Dans la poule B, Espoir est premier avec 18 points plus 20 points, deuxième Dynamique FC 14 points plus 6, troisième Asaba FC 11 points moins 2 et quatrième Vigueur 8 points moins 3, cinquième Gazelle FC 5 points moins 4 et sixième Blackstone 2 points moins 17. Dans la poule C, pour terminer la marche, Nadja FC premier avec 16 points plus 5, deuxième Sam Nelly 10 points plus 1, troisième Cephos 9 points et plus 2, quatrième Tigresse, voilà j'y arrive, FC 7 points moins 3, et cinquième AS USMA 6 points moins 2, et sixième Ainovi ferme la marche avec 5 points moins 3. Ce sera tour pour le condensé de l'actualité sportive cette semaine au Bénin. Gilda Sadimor, Cotonou pour One TV. Nous allons à présent au Cameroun, où Tessa Bax nous attend de pied ferme. Bonsoir. Hello à tous, depuis le Cameroun, j'espère que vous vous portez bien. Le Cameroun est toujours en attente de la réception de sa prime de participation à la Coupe du Monde Qatar 2022. C'est une information qui nous parvient quand on parle de ce mouvement de colère des présidents de clubs de football qui étaient en train de réclamer leurs primes. Et effectivement, une partie des primes ont été versées, mais en ce qu'il en ressort avec son président Franck Happy, on découvre que ce n'est pas quelque chose qu'on devrait véritablement prendre mal, parce qu'il nous explique que les primes ne sont pas payées à un moment précis. Mais ce qui est sûr, les primes vont toujours être payées, comme c'est le cas par exemple du Cameroun. Depuis son retour et de sa participation au Qatar 2022 jusqu'aujourd'hui, les primes de match n'ont pas encore été payées. Donc on nous parle ainsi et on nous demande un peu de patienter. Pour ce qui est d'Ethan Mbappé, vous le savez, c'est un Algérien camerounais et son grand frère Kylian a décidé de ne pas jouer
pour l'équipe nationale du Cameroun. Mais dans ces mouvements, avec tout ce que nous attendons, on se rend compte qu'il y a de fortes possibilités puisque le jeune Ethan ne paraît pas s'offusquer à l'idée de travailler, de jouer pour le Cameroun. Nous attendons simplement la suite et nous verrons ce qui va arriver. Inter de Milan aujourd'hui est qualifié. C'est en partie grâce à qui? Grâce à Onana André. Ça fait un peu oublier, oui, tout le public camerounais a célébré cette victoire. Il a tellement bien joué ce match-là. Il a mis toutes les tripes et ça nous fait comprendre que l'affaire de la CAN du monde, la Coupe du Monde, c'est du passé. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle version de André Onana et on ne peut que l'accompagner. Officiellement, nous avons le conseil transitoire du football professionnel qui a présenté ses excuses aux journalistes sportifs. Pourquoi? Effectivement, il y a pendant la 16e journée MTN Elite One du côté du stade de la réunification de Douala, il y a une coupure de lumière. On n'a rien compris. Les journalistes n'ont pas eu le temps de faire les interviews. C'était le blackout total. Donc, c'était quelque chose qui a offusqué les journalistes sportifs et les a poussés à émettre un communiqué dans lequel ils indexaient la FECAFOOT et appelaient à plus de respect. Et là, nous avons eu ce communiqué où, quelque part, ils s'excusent et promettent que ça ne se reproduira plus. Voilà un peu le récap de ce qui s'est déroulé dans le cadre du sport. On va parler de boxe, évidemment. On sait qu'il y a un champion camerounais qui a fait bouger les choses. Notre état imparti étant terminé, nous allons vous concocter encore plus dans les prochaines émissions. Je suis Tessa depuis le Cameroun. Portez-vous bien. Terminons le tour de nos correspondants avec le Burkina Faso et par Antoine Bationo pour le condensé de l'actualité sportive au Burkina Faso. Bonsoir. Bonsoir Félix Ounde Peperipe, bonsoir à tous les téléspectateurs de One TV. Alors cette semaine au Burkina Faso, l'actualité sportive est marquée par la Coupe du Faso. C'est la Coupe nationale, comme on l'appelle dans beaucoup de pays, mais ici c'est bien la Coupe du Faso. Et le week-end dernier, nous avons joué les 16e de finale. Entrés en jeu, les clubs de première division. Et donc, les 16 clubs de première division contre les clubs de deuxième ou de troisième division. Et puis, bah, voilà, les surprises sont venues de l'élimination du Rail Club du Cadégo, le champion sortant, qui a été sorti par un club de deuxième division. Il y a également deux clubs de première division, le Racing Club de Bobo, Djoulasso et l'association sportive des fonctionnaires de Bobo, qui ont été sortis aussi par les clubs de deuxième division. C'est ce qu'on appelle le charme de la Coupe nationale, pour parler ainsi, sinon la Coupe du Faso au Burkina. Mais les ténors sont là. Majestic qui avait écarté le club de première division, Raimo qui est là, et puis l'étoile filante de Ouagadougou, même si ça ne va pas dans le championnat, la S-Police, même si également ça ne va pas dans le championnat, tout comme l'Asfa Yenega, sont au rendez-vous des 8e des finales. Et puis, pour ce 8e, on aura deux chocs, deux clubs de première division, deux matchs de première division en 8e des finales. Majestic Sporting Club, club de première division, le club de Dango Ouattara, l'actuelle société de Bournemouth en première ligue en Angleterre, qui a été joueur de match en deux matchs face à Liverpool le week-end dernier, passe décisive, et puis il était tonitruant. Actuellement, c'est le joueur sur lequel les Burkinabés comptent en équipe nationale. C'est son club qui va jouer en 8e de finale contre l'Union Sportive des Forces Armées. On aura aussi l'EFO contre la Sonabel, deux clubs de première division, et puis le leader actuel, lui, il est épargné d'un club de première division, affronter un club de deuxième division, Léopard de Saint-Camille, et puis il y a Salitas aussi qui va affronter un club de deuxième division. Et puis, les 3e et 4e journées éliminatoires de la CAN approchent à grands pas, Côte d'Ivoire 2023. C'est vrai, la semaine dernière, nous avons parlé de la liste du sélectionneur Hubert Velud, le technicien français, et ce sera contre le Togo, qu'il a connu, qu'il a coaché. Et ce week-end, l'équipe, à partir de Ouagadougou, avec le coach, le staff technique, vont se rendre sur Marrakech dans la nuit de samedi 18 au dimanche 19 mars, où les professionnels vont les rejoindre. Et
Il est actuellement, il a suivi le match de 16e de finale entre Majestic et Raïmo FC. On ne va pas dire qu'il est sous pression, parce qu'il sait que c'est une étape décisive dans ces éliminatoires. S'il gagne les 2 matchs, il est qualifié. S'il prend 4 points, il est assuré d'être qualifié. Ben, au minimum 3 points, et puis on verra la suite. Donc, en attendant les chances de Lomé. Voilà, donc, il est un peu sous pression. Ces 48 heures, il travaille beaucoup. Vidéo des matchs du Togo, il essaie de voir quels sont ceux qui pourraient jouer, comment ça se joue. Il se prépare avec son analyse vidéo. C'était Antoine Batiano depuis Ouagadougou pour One TV. Arrêt sur image à présent, on parlera d'un grand monsieur. Il s'agit de l'honorable Idrissou Ibrahima, président de la Confédération africaine des sports boules. Eh bien, depuis septembre 2004, en match du championnat du monde de pétanque, celui de la 45e édition à Grenoble, j'y étais, c'est en France. Le Béninois a été élu, plus précisément, le 23 septembre 2004, président de la Confédération africaine des sports boules. Il dirige avec maestria cette institution et c'est grâce à lui que l'Afrique noire a abrité pour la première fois un championnat du monde de la discipline et c'était au Sénégal. Le Bénin s'apprête lui aussi à accueillir le monde boulistique, sauf cataclysme, au mois de septembre prochain à Cotonou. Naguère réservé aux pays maghrébins, les sports boules ont connu sous Idrissou Ibrahima un développement prodigieux avec l'organisation régulière des championnats d'Afrique. Des Africains, des pays africains gagnent même le sceptre mondial et je pense que Idrissou Ibrahima pourra tout donner. Alors, mon très cher Steve Mabille, l'arrêt sur image, c'est sur Idrissou Ibrahima. On l'appelle seulement l'honorable. Un homme exceptionnel qui a développé la pétanque au Bénin et aussi en Afrique. C'est exceptionnel, ce mondial de la pétanque qui va se dérouler au Bénin. Donc ce mois de septembre, c'est cette année. J'espère et je pense y être présent. Je vais tout faire. Et surtout, on se souvient, on était ensemble. C'était à la Marseillaise à pétanque, lorsque l'honorable Idrissou a reçu le Salvador de la pétanque devant une foule marseillaise conquise. Il avait fait un discours plus que mémorable. Et on avait passé de très bons moments et c'était un honneur pour l'Afrique. Et il avait reçu cette récompense et c'est très rare. Elle se donne tous les 4 ans seulement. Donc vraiment, c'est un homme qui mérite. Il a travaillé dur. Il a développé ce sport en Afrique. Il faut lui dire merci. Merci, honorable Idrissou Ibrahima. Coup de cœur, coup de gueule. Allez, on commence par JPP. Allez, mon coup de cœur ira à l'endroit de l'excellentissime médecin. Je parlais du docteur Parfait Aïvodji. Parfait Aïvodji. Un coup de cœur pour l'ensemble de ses œuvres, pour tout ce qu'il a eu à réaliser pour le sport béninois, qui d'ailleurs est valorisé à la bonne enseigne. Et pour le sport africain. Et pour le sport africain. Officier médical de la CAF. Je voulais terminer par là-bas où il est officier médical de la CAF. C'est amplement mérité pour l'ensemble de ses œuvres. Et donc, mon coup de cœur va à son endroit. Mon coup de gueule, par contre, va au non-traitement et au non-suivi, en fait, des pelouses au niveau de nos différents stades au Bénin. En l'occurrence, la pelouse du stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, on a dû fermer ce stade pour que la pelouse soit revue et réfectionnée. Et donc derrière, il est beau d'avoir des infrastructures sportives, mais derrière, il faut le suivi. Il faut qu'on puisse bien prendre soin de ces joyaux que nous avons. On ne va pas rappeler tout ce qui est fait par le gouvernement béninois, en l'occurrence pour le sport en général et pour le football en particulier. Et derrière, qu'on ne prenne pas soin de ces joyaux, je pense que ce n'est pas à encourager. Voilà pourquoi mon coup de gueule est adressé dans ce sens. Théophile Hazard. Mon coup de cœur va à l'endroit du comité exécutif de la Fédération béninoise de football. Ah oui? Oui, parce que cette institution dirigée par Mathurin Descharcus, eh bien, tient une régularité dans la pratique du football en octroyant bien sûr les subventions chaque année pour, n'est-ce pas, la pratique du football par nos filles. C'est une très bonne chose et moi je tiens à les encourager à continuer dans ce sens et à nous,
reporter sportif, eh bien d'avoir un regard sur la gestion de ces subventions par les responsables de ces clubs. C'est extrêmement important. Donc, je tiens à dire félicitations au comité exécutif du président Mathurin Deschacus. Mon coup de gueule, je reste toujours dans la capitale du Bénin pour parler de ce club mythique. Les Dragons de Lemay, ce club le plus titré, 12 titres, si ma mémoire m'est fidèle. Absolument. Mais aujourd'hui, dans ce championnat du béninois, eh bien, a complètement perdu sa légitimité. D'abord, ils étaient relégués en division inférieure. C'est là où je salue le nouvel entraîneur de ce club, Stanislas Akele, qui a fait revenir le club, bien sûr, dans l'élite. Et maintenant, en 6 journées, eh bien, 3 nuls, 2 défaites. La dernière, c'était le mercredi dernier. Franchement, je dis, il se pose un problème. Et je crois que les responsables à ce niveau, eh bien, de ce club-là, les Dragons de Lemay, doivent, n'est-ce pas, poser le diagnostic et relever ce club qui revienne, n'est-ce pas, au niveau donc de l'élite béninoise. Je pense que c'est très, très important. Il va falloir que les uns et les autres fassent un effort. Coup de cœur, coup de gueule à Steve Mabille. Mon coup de cœur, c'est une personne, on va rester dans la pétanque, je l'ai rencontré avant-hier. C'est le maître Niazo, qui est président de la fédération. Maître Niazo, président de la fédération de pétanque des sports du Togo. C'est un homme qui travaille, il est très sympathique. On a discuté longuement justement sur la pétanque togolaise et africaine. Il a de nombreux projets. Je pense qu'il veut vraiment développer ce sport au Togo et il faut l'encourager parce que c'est un homme très intègre et qui aime ce sport. Il a vraiment envie que ce sport soit à l'honneur dans son pays. Après le coup de gueule, bon, je vais rester sur la commotion cérébrale, on va dire, puisque ce que je disais tout à l'heure, j'espère que les arbitres et surtout les entraîneurs savent jeter l'éponge quand il faut le faire. Il faut arrêter qu'il y ait des morts sur le ring. Il faut savoir stopper le combat. Voilà. Et sur les stades aussi. Voilà. Même en rugby, en football américain, ce sont des sports violents. Il faut savoir arrêter quand il faut s'arrêter. C'est tout ce que je voulais dire. Parce que la mort en faisant du sport, c'est terrible. Donc il faut revoir tout ça. Il faut revoir tout ça, mesdames et messieurs. Je voudrais particulièrement dire un grand merci à tous nos téléspectateurs, notamment au président Bayor Kelani. La jeune génération n'a pas connu ce grand homme, Bayor Kelani, ancien président de la Confédération africaine de boxe, ancien président du Comité national olympique togolais. Et sans oublier également Dédé Kodar. Dédé Kodar, qui est la directrice du salon Florence Coiffure à Léo 2000. Et du côté du Bénin, je fais un clin d'œil à Félicien Ninou. C'est un ancien banquier, il est à la retraite. Il nous suit régulièrement, Félicien Ninou. Merci. Je n'oublie pas non plus le porte-parole et secrétaire général adjoint du gouvernement béninois. Je veux citer Wilfried Léandre Humbedi. Un grand cadre de ce pays et qui fait bien son travail. Quant à Ridouane, Waliat et Safouane de la famille Idrissou, des amoureux de One TV qui nous suivent régulièrement du côté du Bénin, nous disons également merci. Voilà, on va se quitter et on se dit à jeudi prochain si Dieu le veut.